31 étages, 217 appartements. Et un surnom qui dit tout sur ce que les gens en pensaient à l'époque. La tour de la terreur. Dans les années 70, les habitants suppliaient d'être relogés ailleurs. Dans les années 90, les mêmes appartements se vendaient à prix d'or. Et aujourd'hui, cet immeuble est classé monument historique. Ce renversement complet ne s'est pas produit parce que le bâtiment a changé. Il s'est produit parce qu'on a découvert une chose que son architecte avait dit depuis le début et que personne n'avait voulu entendre. Bonjour et bienvenue sur Minute Archi. Aujourd'hui, direction Londres pour Trellick Tower. On va découvrir comment un immeuble conçu pour améliorer la vie de ses habitants est devenu une zone de non-droit et comment ses habitants l'ont eux-mêmes sauvé. 1945. La guerre vient de s'arrêter. Londres est en partie détruite. Des centaines de milliers de logements ont été endommagés ou rasés par les bombes allemandes. Et la ville absorbe en même temps une immigration massive. Des travailleurs venus des Caraïbes et de tout l'Empire britannique pour aider à reconstruire le pays. La réponse est radicale. On va construire vers le haut. Les tours en béton permettent de loger beaucoup de monde sur peu de terrain et de libérer le sol pour des espaces verts, des commerces, des terrains de jeu. C'est le principe qui guide toute une génération d'architectes modernistes. Erne Goldfinger est l'un d'eux. Né à Budapest en 1902, formé à Paris dans les années 20, il y croise brièvement Le Corbusier, dont les idées vont marquer toute sa carrière. Quand il arrive en Grande-Bretagne dans les années 30, il se heurte à une culture architecturale encore ancrée dans les styles victoriens et édouardiens. Mais la reconstruction lui ouvre enfin les portes de la commande publique. Et avant Trellick, il y a déjà Balfron Tower. Un premier immeuble de 27 étages construit à l'est de Londres à la fin des années 60, que Goldfinger prend tellement au sérieux qu'il va y habiter lui-même avec sa femme pendant 2 mois pour comprendre ce que ça fait vraiment de vivre là. Il organise même des soirées chez eux, invitant les résidents à partager un verre et à lui dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est avec cette expérience en tête qu'il dessine Trellick Tower. L'idée centrale, il l'a formulée une fois très clairement. Le seul intérêt de construire haut, c'est de libérer le sol pour que les enfants et les adultes profitent de la terre, et non pas de couvrir chaque centimètre de briques et de mortier. Trellick Tower est commandé par le Greater London Council pour remplacer des logements victoriens dégradés à Kensal Town, dans l'ouest de Londres. La construction démarre en 1968, pour un coût de 2,4 millions de livres. Et le bâtiment qui sort de terre est immédiatement reconnaissable. 31 étages, 98 mètres de hauteur, mais surtout 2 volumes distincts. D'un côté, le bloc principal, avec les appartements, 217 logements allant du studio au grand appartement familial. De l'autre, une tour de service séparée, reliée au bloc principal par des passerelles couvertes tous les 3 étages. Ce détachement n'est pas esthétique, il est fonctionnel. Ascenseur, escalier, vide-ordures, chaudière. Tout ce qui fait du bruit ou dégage de la chaleur est isolé du bloc résidentiel. À l'intérieur, Goldfinger a dessiné tout lui-même, à la main, sur du papier de boucher selon les sources de l'époque. Il a intégré des variations légères d'un appartement à l'autre pour qu'aucun ne soit strictement identique. Des portes coulissantes pour gagner de l'espace. Des interrupteurs encastrés dans les encadrements de portes pour éviter les angles saillants. De grandes fenêtres pour maximiser la lumière naturelle. Des balcons finis en bois de cèdre. Ce ne sont pas des détails. C'est l'obsession d'un architecte qui pense que bien concevoir, c'est changer la vie quotidienne de ceux qui vont habiter là. En juin 1972, Trellick Tower est inauguré. C'est le dernier grand projet de Goldfinger. Il a 70 ans. Et dès les premiers mois, quelque chose se passe qu'il n'avait pas prévu. Ou plutôt qu'il avait prévu et contre lequel il avait prévenu. Sans que personne ne l'écoute. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Dès la fin du chantier, il avait demandé au conseil municipal une chose précise. Une seule. Et on lui a dit non. Cette décision va transformer son immeuble en cauchemar. Et la même décision, prise à l'envers 12 ans plus tard, va le sauver. Ce qu'il avait demandé,
C'était un concierge. Pas un gardien de luxe, juste quelqu'un à l'entrée, un contrôle d'accès minimal. Le budget a été refusé. Résultat, Trellick Tower ouvre sans aucune sécurité. N'importe qui peut entrer dans les parties communes. Et dans le Londres des années 70, chômage en hausse, tension sociale, c'est une invitation. Les couloirs et les cages d'escalier se transforment rapidement en zones livrées à eux-mêmes. Les drying rooms, ces pièces au rez-de-chaussée prévues par Goldfinger pour que les résidents puissent faire sécher leur linge au lieu de l'étendre aux fenêtres, sont vandalisées avant même que les premiers habitants ne s'installent. La situation dégénère progressivement. Des trafics s'installent dans les parties communes. Les ascenseurs tombent régulièrement en panne. Un soir de décembre, des vandales déclenchent un extincteur au 12e étage. L'eau inonde les ascenseurs et prive la tour d'électricité, de chauffage et d'eau courante pendant la période de Noël. Une personne âgée, incapable de prendre les escaliers, s'effondre et décède. À la fin des années 70, le surnom est officialisé par la presse. La tour de la terreur. Les résidents réclament d'être relogés ailleurs. Le gouvernement conservateur de l'époque voit Trellick comme le symbole de l'échec du logement social moderniste et envisage sérieusement la démolition. Goldfinger, lui, maintient sa position jusqu'à sa mort en 1987. Le problème n'est pas l'architecture. Le problème, c'est la gestion. Et il a raison. La preuve viendra, mais trop tard pour qu'il la voie. Le tournant arrive en 1984. Il vient des résidents eux-mêmes. Le 8 octobre 1984, une association de locataires se forme. Leur priorité, la sécurité. Ils font pression sur les autorités locales pendant des années et obtiennent finalement ce que Goldfinger demandait depuis le début. Un système d'interphone à l'entrée, installé dans les années 80, puis un concierge embauché en 1987. C'est l'année de la mort de Goldfinger. L'homme qui avait conçu cet immeuble pour améliorer la vie de ceux qui y habitaient n'a jamais vu la transformation qu'il avait annoncée. La solution qu'il réclamait depuis le premier jour a été mise en place la même année qu'il est mort. En 1994, les résidents font un pas de plus. Ils votent pour gérer eux-mêmes l'immeuble. D'abord pour éviter des hausses de loyer imposées par la mairie, mais aussi pour avoir la main sur leur cadre de vie. La Tenants Management Organization, qui gère Trellick aujourd'hui, est l'héritière directe de ce mouvement. Et ce qui semblait être l'immeuble que personne ne voulait habiter devient 10 ans plus tard celui que tout le monde veut. En 1998, le bâtiment est classé monument historique, grade 2 étoiles, le plus haut niveau de protection du patrimoine britannique. La même année, Damon Albarn et Jamie Hewlett habitent dans la tour. Les soirées qu'ils organisent dans leur appartement sont le berceau d'un groupe qui n'existe pas encore, Gorillaz. Ce qui reste, c'est une image assez rare. Un immeuble de logement social que ses habitants ont choisi de sauver. Pas les architectes, pas les urbanistes, pas les élus. Les gens qui y vivaient. Ce qui laisse une question ouverte pour les centaines de tours similaires qui ont été démolies en Europe depuis les années 80. Combien d'entre elles auraient survécu avec un concierge ? Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ta dose de Minute Archi.